Polysécure, je suis avec Vincent. Salut! Commençons avec les shameless plugs. Nous sommes encore dans un confinement, COVID et machin. On commence à voir, en tout cas du moins au Québec, la lumière au bout du tunnel. Les cas commencent à descendre rapidement. Les gens se font vacciner. Le port du masque est encore nécessaire. Le lavage de main est encore nécessaire. Le lavage de main, anyway, lavez-vous tout le temps des mains. Là. Moi, quelqu'un qui se gratte l'arrêt puis qui va chercher des légumes après, ça, c'est non. Ça, c'est juste non. Fait que lavez-vous les mains. Sinon, un plug d'un autre nouveau balado incidence, c'est dans le show notes. J'ai commencé à rajouter sur le site dans les sections des informations. Plein de ressources, plein de podcasts intéressants en français, en anglais et d'autres ressources de cette nature-là. Fait qu'allez consulter si vous cherchez des informations. La semaine numérique revient en avril 2022 et le Sécure également. Commençons avec les nouvelles. Première nouvelle, malware, voler les mots de passe. Ben oui, c'est notre belle saison des impôts présentement qui bat son plein pour ceux qui en payent, pour ceux qui en récupèrent. Fait que c'est une belle plateforme justement, une belle fenêtre de temps pour les fraudeurs présentement. Fait que c'est tout simplement un petit rappel, puis de la sensibilisation. Tout ce qui rentre par texto, tout ce qui rentre par messagerie vocale, tout ce qui rentre par votre téléphone cellulaire. Présentement, puis en discutant avec Nicolas tantôt, on connaît très bien un peu l'ordre des campagnes ici au Québec. Là, la première étant que le fisc canadien a déployé un dossier à votre nom à la GRC pour toutes sortes de raisons. Moi, ça s'est produit là 2 semaines, fait que pendant 2 heures, je recevais à toutes les 10 minutes. Donc, déjà là, la fréquence me donnait la puce à l'oreille, mais avec des numéros différents, je recevais des appels où un robot m'indiquait que je devais de l'argent au fisc, fallait que je réponde aux messages, etc., etc. Depuis la semaine Mais tu sais, le fisc, là, ils veulent pas te faire peur, ils veulent ton argent. Fait qu'ils vont pas te faire peur, là. Ils veulent juste que tu donnes de l'argent. Fait que, tu sais, ces techniques-là, tu sais, soyez méfiants, là. Si le fisc a vraiment, ils sont pas méchants, là. Ils ont toutes les capacités de venir chercher de l'argent dans vos poches, là. Ils déclareront pas des gros, la GRC, la police, tu sais, ils ont des moyens beaucoup plus soft et efficaces à aller drainer l'argent. Puis vous savez, les TVA, Radio-Canada, puis maintenant le fil nouveau à Nouveau Télé, ils font leur campagne de sensibilisation sous forme de nouvelles à chaque année. Ça revient. La chaîne d'approvisionnement d'une communication entre une autorité fédérale, provinciale et son citoyen va toujours démarrer par probablement une belle lettre qui sort d'une HP 4000 avec système d'insertion et de timbrage et de livrer par Poste Canada dans votre boîte aux lettres jusqu'à la visite d'un agent des services blablabla. Si vous répondez pas, peut-être même un appel, puis un appel où ça, l'appelant, ça va être vraiment très bien identifié et avec une bonne grosse voix, avec un bon gros ton. Malgré que ces temps-ci, j'ai l'impression qu'au niveau des appels, ils iront pas jusque-là, étant donné que c'est des belles méthodes aussi pour les pirates. Mais la chaîne d'approvisionnement va commencer par une lettre. On va commencer par vous informer jusqu'à éventuellement faire déplacer un agent chez vous pour être un petit peu plus, pour avoir votre adhésion, disons-le comme ça, votre adhésion puis une très bonne compréhension de votre part. Les autres campagnes présentement, on achète en ligne, on est en confinement, donc augmentation justement je dirais pas des plateformes, mais du modèle de consommation. Hein, on achète en ligne, donc texto de Poste Canada qui rentre vous disant qu'un colis, pour pouvoir le récupérer, il semble manquer d'informations. Donc, ils veulent capturer des informations supplémentaires sur votre cas. Pour faire quoi? Ben, allez voler votre argent. Et puis, dernièrement, une belle petite campagne de pas Mastercard qui vous dit que votre carte est bloquée, même pendant que vous payez votre caisse de bière ou votre plein d'essence à la caisse avec votre carte de crédit
dans votre wallet sur le téléphone où on vous dit que votre carte est bloquée et le commis vous regarde avec le sourire. Voulez-vous la facture avec ça, cher monsieur? Alors, faites donc attention. C'est pas la chaîne d'approvisionnement naturelle. Puis un texto qui vous dit « Salut, c'est Desjardins, ta carte de crédit est bloquée », ça flash pas en partant, là. Puis, normalement, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, là. Vous allez recevoir un appel automatisé. Ça va être très bien identifié. Vous allez recevoir une lettre dans votre boîte aux lettres. Fait que faites attention. Ces temps-ci, il y a des petites campagnes en cours. Alors, protégez-vous. Soyez vigilants. Soyez alertes. Puis dans ces conditions-là, du moment que votre identité semble être le mot-clé, ça ou vos informations de crédit, quand ça semble être le mot-clé, justement, des informations dans les communications, ben, c'est pas le temps de dire, c'est le temps de dire non tout de suite. Moi, ma politique, c'est, je dis pas non tout de suite, mais je dis pas oui trop vite non plus. Mais dans ces conditions-là, on parle de mon identité et de mon argent, ben, c'est non en partant. Point barre. Alors, c'est mon modus operandi. Entre autres, puis ouais, puis pour avoir discuté, parce que avec ma compagnie, j'ai disons, l'occasion de parler plus régulièrement que le citoyen normal avec autant l'Agence du revenu provincial que fédéral. Généralement, quand il t'appelle, la façon de s'identifier t'aide justement à savoir que c'est vraiment eux autres. Quand ils te visitent, ils ont même des badges qui les distinguent. Il y a une panoplie de structures, puis de toute apparence, avec les années, ils ont commencé à être de plus en plus formés. Donc, ils vont aborder les gens avec une structure ou une façon qui, justement, sert à désarmer cette présomption-là qui sont potentiellement les fraudeurs. Fait que là, ils ont toutes des structures. Puis même, ils vont aller jusqu'à inciter les gens à appeler sur le numéro, sur le site web de Revenu Québec ou Revenu Canada pour pouvoir justement, avec le numéro, l'extension de la personne, justement qu'on puisse remonter à la bonne personne, et ainsi de suite. Fait qu'il y a des structures comme ça qui sont effectivement très efficaces. Les institutions financières, ben, fiez-vous donc sur l'application que vous installez sur votre téléphone ou fiez donc, allez voir sur leur site. Pas le maudit URL qu'ils nous fournissent dans le texto, qui est généralement piégé en plus. Puis de mémoire, je pense que Desjardins a comme directive de justement ne pas envoyer aucun URL dans ses communications. Fait qu'ils ne demanderont jamais de cliquer dans un URL d'aucune façon, à moins qu'on soit déjà dans leur site, là, on s'entend, là, mais dans une communication non sollicitée, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'éléments comme ça qui favorisent les gens à aller cliquer et justement prendre un comportement qu'on incite les gens à ne pas faire pour justement les tromper. Fait que soyez dès qu'il y a des indications comme ça, c'est bad, là. C'est vraiment c'est pas dans les structures de communication de ces entreprises et de notre bon gouvernement. Sinon, basculons à une autre nouvelle. Celle-là, peut-être un peu plus triste, on va dire. Là. Fuite de données chez Post Canada, il y aurait 950 000 noms de clients, en tout cas de ce que j'en comprends, qui auraient fuité. Oui, effectivement. On parle de 950 000, bon, c'est un chiffron, là. Probablement que c'est entre 950 000 et 1 million de fournisseurs et clients de Post Canada qui ont reçu des colis de 44 entreprises. On parle entre 2016 et 2019. Où il y aurait eu justement une fuite de données. Ça inclut nom, adresse, numéro de téléphone, boîte de messagerie électronique. Et toutefois, selon Post Canada, aucune information financière n'a été compromise. Bon, petit fait saillant ici. On parle ici entre juillet 2016, mars 2019. Donc, pas tout à fait 3 ans. Et puis la nouvelle est sortie justement aujourd'hui à midi. Alors, Post Canada affirme présentement mener une enquête approfondie. C'est parfait. C'est ce à quoi on s'attend. Et puis, il y a déjà des experts en cyber là, qui ont déjà averti les fameuses entreprises touchées par cette fuite de données-là. On parle ici d'une compagnie, là, Comport Communications, qui est responsable de la gestion des données des manifestes d'expédition d'Air Canada, de Post Canada,
qui semble être dans la loupe. Donc, un dossier à suivre ici. Je sais que Post Canada possède nos informations, mais nos informations pour la livraison. J'ai pas acheté dernièrement de service de Post Canada. Par contre, il y a des entreprises, vous le savez, utilisent les services de Post Canada justement pour soit des machines à timbre qui sont au sein de leur entreprise, de la facturation, que ce soit hebdo ou mensuel, pour la récupération et le transfert des colis, le transport des colis, pardon. Alors, 950 000 personnes, ben, on dit, oui, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est un 35e de la population canadienne. Fait que le ratio est assez gros, si vous voulez mon avis pour moi, là. Si on parle de 44 entreprises qui sont touchées là-dedans. Ça fait beaucoup de monde. Ouais, ben ça, c'est toujours un peu plate d'entendre ça, ces fuites de données-là. C'est comme une maladie, finalement. C'est comme ça se répand partout. Puis ça désensibilise les gens jusqu'à un certain point. On est rendu au point, moi, j'ai bien l'impression que genre il y a 15 profils qui existent sur moi dans le dark web, justement, qui ont été populés par toutes ces fuites-là. Fait que, rendu là, j'aurais me demander si nos méthodes de protection en amont sont vraiment le bon moyen ou de réussir à trouver une autre structure pour amener, les entreprises à mieux sécuriser, ça c'est une chose, puis on a déjà des lois au Québec et au Canada qui sont en cours d'avancement justement pour régler un peu ce qu'on pourrait qualifier dans certains cas de négligence, mais même encore là, c'est généralement pas tant de la négligence que ça, parce que les malveillants sont de plus en plus sophistiqués, puis avec des moyens qui sont, ma foi, assez phénoménaux dans certains cas. Donc, mais rendu là, je sais plus quoi faire avec ça. À part avoir une surveillance de crédit, ce que j'ai, ne pas tomber dans les pièges quand j'ai du spam ou qu'on dit qu'on m'a filmé à mon insu, là, je tombe pas dans ces pièges-là, mais au-delà de ça, d'aider mes proches. Mais c'est le fun un petit point que tu amènes. Je pars du malware qui va les donner, la petite campagne Post Canada qui semble a peut-être porté ses fruits depuis la semaine passée. La fuite de données provient probablement de là. Ça veut dire que probablement dans mes acquisitions d'un fournisseur web, sur des achats que j'ai faits récemment, je sais que j'en ai qui ont été, où Post Canada a été exploité, justement pour le transport de la marchandise jusqu'à chez moi. Peut-être qu'une des compagnies provenant de là a obtenu justement mes informations, nom, adresse, courriel, numéro de téléphone. Il n'y a pas d'informations de crédit, effectivement, parce qu'ils sont avec mon fournisseur où j'ai acquis le produit et non avec le transporteur. Fait que ça se peut que ça provienne de là, effectivement. Tu sais, c'est pas quelque chose qui me surprend, mais là où je voulais en venir, tu sais, ta question est bonne. De quelle façon on doit travailler de quelle façon on doit aborder le thème, justement, pour mieux sécuriser ça? Je pense qu'il faut que ça se fasse à deux niveaux. Il faut que ça se fasse au niveau d'une conformité, une réglementation, une autorité qui va dicter l'information peut-être à recueillir, l'information minimale à recueillir pour identifier un individu et que ça doit être applicable à l'ensemble des entités dont la nécessité de traitement du dossier nécessite la récupération de cette information-là. Donc, cadrer le minimum d'informations permis et requis. Puis deux, je pense que l'autre élément fondateur de tout ça, c'est l'individu en lui-même. C'est l'éducation, la sensibilisation. Mais encore là, il y a des compagnies qui vont être perverses dans ces dossiers-là, vont vouloir recueillir beaucoup plus d'informations. Ah, puis j'ai tellement un bel exemple là-dessus. Tellement un bel exemple. Je vais vous le dire.
j'ai pas vécu de préjudice ou quoi que ce soit. Je me souviens par contre d'un événement. Ma première fille, quand ma copine est enceinte, est allée au salon justement des nouveau-nés qui se tenaient à Montréal. Plein de kiosques, hein? Nestlé est là, peu importe, tout le monde est là. Puis tout le monde a des concours. Tout le monde a le petit carton sur lequel il demande de l'information pour la participation au concours. Et au travers de ça, il y a des compagnies de marketing qui accompagnent toutes ces compagnies-là justement pour la compilation. Ils sont de bonne foi. Ils veulent vous aider à faire la promotion de vos produits. Vous êtes tous des compétiteurs, mais leurs clients en même temps. Beau, pas conflit d'intérêt, là, excusez-moi. Puis, cette même compagnie-là, vous vous enregistrez, et c'est pas discriminatoire parce que je ne cible pas les dames, je parle d'un fait vécu. Il y a d'autres qui sont plus pour hommes. On va parler du salon de l'auto parce que c'est le même scénario. Là, l'ensemble des gens vont dans tous les kiosques, ne sachant pas qu'il y a peut-être 1, 2 ou 3 compagnies de marketing qui gèrent l'ensemble des bulletins de participation. Et sur chaque bulletin, ce n'est pas tout à fait la même information qui est demandée. Il y a une base commune, mais certains demandent peut-être une date de naissance, d'autres vont demander, bon, le numéro d'assurance sociale, c'est non, mais vont demander juste le mois et l'année de naissance. L'autre vont demander le jour et l'année de naissance. Ils vont finir par croiser ces données-là et avoir une tabernacle de belles bases de données contenant beaucoup trop d'informations à votre sujet. Il s'agit que cette information-là soit récupérée et ou traitée par une personne malveillante au sein de ces compagnies-là, et ou même peut-être certaines de ces compagnies-là qui n'existent plus avaient des mauvaises intentions, et puis là, on vient de vous cibler. Vous n'avez pas idée. C'était bien le fun de recevoir des articles de bébé, sacs de transport, puis des couches, puis des lingettes, puis à un moment donné, des offres de cartes de crédit, après ça, des offres de vêtements, de toutes sortes de compagnies qu'on connaissait pas, des appels de gens qu'on connaissait pas, des appels d'assurance, de compagnies d'assurance. On sait que vous avez un nouveau-né, c'est le temps de prendre un régime enregistré d'épargne études, puis c'est le temps de prendre une assurance, c'est le temps de prendre une... Hey, wow! Mais, voyez-vous, l'importance justement de cette divulgation-là, on n'est pas mal intentionné, on veut gagner le produit. Il y a un piège, on veut gagner le produit. Le gain est là, l'appât du gain. Faites donc attention à ce que vous inscrivez justement. Ouais, puis de toute façon, ça c'est une règle générale, puis de toute façon, tu le dis, qui est aussi valide dans ton premier segment que tu as parlé, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. C'est un échange. Si vous échangez de l'information pour un maigre petit échantillon. Fait que ça, puis ça, c'est à quel point les gens dévaluent la valeur de leurs informations, puis trouvent que leurs informations ne valent rien. Ils valent juste un échantillon. La réalité, c'est que pour ces compagnies-là, l'information qui est donnée vaut énormément plus que ça, puis ils nous font juste briller un petit gizmo devant les yeux, justement pour nous faire donner l'impression qu'on était important pendant un court moment. Ça, c'est un des axes, puis c'est très incorrect de la part des compagnies de posséder, comme de tromper notre esprit pour réussir à ramasser tout ça. C'est une chose. Puis ensuite, l'autre problème associé à ça, c'est que ces compagnies-là vont conserver trop longtemps ces informations-là. Puis là, ça, c'est heureux où le projet de loi 64 va corriger un peu cette situation-là. Il faut se débarrasser de l'information, on n'a plus de besoin. Faut la faire mourir. L'information, ça a un début, ça a une naissance, ça a une adolescence, ça a une vie adulte, et ensuite, ça a un décès. L'information doit disparaître. Puis les entreprises ont énormément de misère à faire disparaître l'information parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a l'impression ça va finir par me servir un jour. Fait que cette espèce de hoarding, l'espèce de maladie qu'on a chez certaines personnes qui ramassent juste des cochonneries à ça. Les entreprises ont le même genre de comportement face aux données. Ils font juste comme
consolidés comme ces gens-là un peu étranges qu'on voit à la télévision puis qui, ultimement, ont certains problèmes mentaux d'ailleurs, qui les amènent à ce comportement-là. Mais c'est ça qui arrive, c'est un énorme problème. Là, c'est des trésors que les malveillants vont ensuite piller. Parce que puis là, ça devient d'autant plus intéressant de toutes ces fuites-là. Mais là, si les entreprises ne conservent pas juste l'information dont ont besoin pour fonctionner et non n'importe quoi d'autre, il y aura beaucoup moins de fuites. Pas juste pour des fuites de données où voilà, la pire affaire. Il y a deux pires affaires qui peuvent arriver quand tu conserves trop de données dont l'objet du dossier est terminé et que tu aurais dû te débarrasser. Objet du dossier, en fait, c'est tout simplement un terme juridique là, au niveau de la loi qui dit qu'une fois que l'objet du dossier est terminé et que, selon la réglementation, le délai de rétention maximal a été atteint, 5 ans dans tel domaine, 10 ans dans tel autre, etc., on doit se débarrasser de la donnée. Moi, les deux pires problèmes, on va parler de la fuite. Un, oui. Puis deux, l'autre pire problème, c'est que quelqu'un à l'interne, on va prendre quelqu'un au marketing, on va prendre quelqu'un en actuariat, va calculer ces données-là pour qui il n'y a plus d'objet du dossier pour prendre une décision d'affaires, puis qu'ils prennent une mauvaise décision parce qu'il aurait dû supprimer la donnée et que ça change la cote de risque, ça change la réserve actuarielle, ça change toutes sortes de choses, peu importe le domaine, et que le boss prenne une mauvaise décision, puis paf, il se plante royalement dans son plan de progression. Wow! Je pense que c'est la deuxième pire affaire qui peut arriver d'un point de vue stratégique pour une entreprise. C'est de comptabiliser puis d'utiliser une donnée qui est plus viable, qui est mort. C'est d'utiliser un corps décédé pour prendre une décision afin d'évoluer, de progresser, de gagner des parts de marché. Voyez-le comme ça, là. C'est morbide. Mais vous avez un corps décédé sur lequel vous prenez des décisions, ça n'aurait pas dû apparaître justement dans vos indicateurs. Mais bon, c'est la deuxième pire chose qui peut arriver aussi. Ben, l'intégrité de la donnée est très importante, puis justement, quand elle est passée de date, elle est plus intègre, elle est moisie, la donnée, là, fait qu'il faut justement s'en débarrasser, comme quand on a des aliments moisis. Ça, c'est une chose. Puis l'autre aspect, puis là, t'as effleuré un peu aussi, prise de décision sur de la donnée qui est moisie, mais ensuite, tu as tout le fait du AI, le machine learning, qui va apprendre, basé sur des données moisies aussi, ce qui va faire faire de l'aide à la décision qui est des mauvais indicateurs, des mauvaises informations qui vont finir par nuire à l'entreprise, nuire à la décision des gestionnaires, nuire à tout ça aussi. Es-tu en train de dire qu'on va droguer nos intelligences artificielles avec la donnée, avec du champignon moisi? Ça me fait penser, tu vois, c'est exactement l'image que j'ai. Savez-vous quoi? Désolé de l'image, mais ce qui sort de la bouche d'un drogué, c'est pas toujours cohérent, puis ça n'a pas toujours de l'allure. Votre AI, si vous l'empoisonnez, ben c'est du poison c'est du venin qui va sortir là. Ça aura pas de bons résultats là. Nécessairement, effectivement, j'aime bien où l'image s'en va parce qu'effectivement, c'est un accident de ma part. Je pensais pas que de parler de moisi allait aller jusque-là. Mais effectivement, la donnée moisie vient polluer et empoisonner toute la construction du modèle de machine learning qui est sous-jacent. Fait qu'effectivement, il y a un gros problème avec ça, là, puis des problèmes éthiques puis de sociétals très importants qui sont liés à ça, là. Oui. Nous, n'en parlerons pas plus que ça. On se penchera pas là-dessus cette fois-ci, du moins. C'est ça, on va y revenir à d'autres occasions. Les nouvelles, on retourne toujours autour de ça. On va basculer vers des nouvelles peut-être un peu plus techniques ou un peu plus entreprises, si on veut, là. Un petit retour sur SolarWinds, qui encore a fait un tour dans les nouvelles. Là, cette fois-ci, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, puis il y a beaucoup d'éléments qui circulent postérieur de la dite fuite qui a eu lieu, ou en tout cas la découverte du code qui avait malicieux qui avait rentré là-dedans. Là, ils se rendent compte que ça aurait été probablement fait plus longtemps qu'ils pensaient que le groupe malveillant serait rentré, ça serait beaucoup plus compliqué et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut se rappeler sur ce genre de choses-là, c'est que quand on a un adversaire qui est très bien financé, dans le fond, qui a des poches infinies, techniquement, il va être capable de passer à peu près à travers n'importe quelle sécurité.
Fait que d'un côté, de blâmer SolarWinds pour tous les problèmes qu'on a, c'est pas tout à fait la bonne chose à faire, puisque de toute façon, j'imagine que les services de renseignement nord-américains ou occidentaux en général usent de techniques similaires dans des compagnies dans d'autres sphères du monde dans lesquelles les relations diplomatiques sont plus tendues. Donc, c'est pas exclu, mais ça remet en lumière que toute cette dépendance-là sur ces compagnies-là, sans vérification, sans processus, sans, mettons, un contrôle qualité qu'on pourrait généralement envier à l'aéronautique, par exemple, où les programmes sont vérifiés de façon très, très intense. Puis quand on vérifie un peu mal, si on escamote certains processus de vérification, comme ce qui est arrivé avec Boeing, entre autres, mais à ce moment-là, il arrive des éléments catastrophiques puis des éléments imprévisibles, comme on a pu constater. Donc, on fait face à des situations nouvelles, des situations qui vont changer. Puis, justement, tu mentionnais, là, comme individu, on a des petits moyens pour se défendre. Les entreprises vont devoir prendre des moyens peut-être un peu plus costauds face à ce genre de choses-là. Puis mes deux autres petites nouvelles associées à ça, parce que j'ai des nouvelles que j'adore beaucoup. Encore le Zero Trust. Le Zero Trust, c'est vraiment l'élément de base l'élément défensif le plus puissant qui est à notre disposition. Et tout l'élément de la protection des points terminaux, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos téléphones, et ainsi de suite. Dans un contexte de télétravail, les deux maintenant vont de plus en plus combinés dans la réflexion des entreprises, justement pour renforcer ça, parce que le télétravail, qu'on le veuille ou pas, c'est tout dépendant comment les entreprises, les gestionnaires, les employés le voient. Il y en a qui aimeraient full télétravail, il y en a qui veulent pas du tout de télétravail, qui préfèrent avoir leurs employés au bureau. Donc, tout se situe la réalité un peu entre les deux, ce qui fait que le télétravail, comme on a connu maintenant pour une grande strate de gens, puis dans ce que j'ai vu dans les statistiques, les gens à TI sont ceux qui veulent le plus rester à la maison de la gang. D'autres départements sont plus, si on veut retourner au bureau, on a très hâte de voir nos collègues. Fait que ces départements-là ont des influences, mais mettons, on suppose que la gang TI, 80% sont tout le temps à la maison ou majoritairement à la maison. Fait qu'on va avoir énormément de gens quand même qui vont rester à la maison. Fait que là, il faut commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait, comment on sécurise nos points de terminaux qui sont dans un réseau fondamentalement hostile. Parce que même moi, que je peux pas dire que mon réseau est pas hostile, je suis sûr que les ados que j'ai à la maison ramènent des bestioles sur mon réseau domestique. Fait que, tu sais, je peux pas rien faire. D'où la raison pourquoi mon réseau corporatif est séparé de mon réseau domestique, parce que je ne leur fais pas confiance, mais c'est normal, c'est leur âge, c'est comment c'est. On essaie de les amener à mieux comprendre. Donc, toutes ces notions-là font que d'un point de vue entreprise, il va falloir qu'il y ait des changements de paradigme, donc le Zero Trust se remette en action, mais vraiment pas juste d'en parler parce que c'est sympathique. On est capable de vendre des frigidaires Zero Trust, oui, fine, mais maintenant, faut actionner ce frigidaire Zero Trust. Puis si ça te prend 3 cartes d'accès puis de la biométrie pour accéder à ton frigidaire, mettons qu'on n'ira pas très loin. Fait qu'il faut qu'il y ait comme une forme de réflexion réelle et positive face à ce genre de choses-là pour nous amener à faire évoluer tous ces éléments-là. Et ça fait un très beau placement pour ta nouvelle de 80 milliards en 4 ans pour le R&D en cybersécurité, parce que c'est quand même une nécessité. Là. Non, je vais enlever 3 zéros, c'est 80 millions sur 4 ans. J'ai entendu 80 milliards. J'ai lu trop vite. En fait, ton idée, c'est 80 milliards sur 4 ans était peut-être plus plausible que 80 millions. Je m'opposerai pas à ça. Cet argent-là va être pris puis très bien dépensé, j'ai l'impression, par les entreprises de recherche et développement. Je reviens juste sur ta petite nouvelle d'avant, là. Activer ton frigidaire, là, 3 mots de passe, biométrie, carte d'accès, puis char parqué à la bonne place, là, avec la petite puce dans l'asphalte, puis ton char à la limite, là. Mais pour moi, c'est de la gestion de changement. C'est de la gestion de changement, puis pas au niveau des employés, gestion de changement au niveau aussi de la direction, des dirigeants. Faut à un moment donné adhérer que les méthodes des personnes mal intentionnées, lorsqu'ils veulent votre argent, sont capables de déployer énormément d'efforts, d'agilité, de subtilité et d'innovation. À un moment donné, il faut juste adhérer que
ça prend peut-être un blindage autour de la porte blindée qui se trouve à 500 mètres dans l'océan, à quelque part, pour avoir l'assurance que c'est plus que de l'imagination que ça va prendre, mais ça va prendre quelqu'un avec un sous-marin pour aller ouvrir la porte. C'est pas tout le monde qui a des sous-marins. C'est tout simplement ça que je veux dire, là. Ça prend de la gestion de changement, ça prend de l'adhésion, ça prend aussi la reconnaissance du problème, là. Faut reconnaître que faut être aussi, sinon plus, agile et innovateur que ces gens-là. Mais bon, c'est la façon dont je vois ça, c'est ça, là. Tout à fait, effectivement, faut changer. Les ennemis ont changé. Ceux qui ne veulent notre argent ou là, nous voler notre argent ont changé. Donc, d'ignorer c'est la nature de ce changement-là, c'est ne pas se faire du bien. Je sais qu'au niveau des entreprises, ils ont beaucoup de misère à adapter leur stratégie pour justement faire face à cette nouvelle menace-là. Puis ça revient souvent dans mes fils de nouvelles, justement, les 4 mythes les plus grands, je suis trop petit, j'ai une cyberassurance, j'ai pas d'informations. Et tous ces données, toutes ces informations-là, puis ça vaut pour les entreprises, mais ça vaut aussi pour les individus. On entend des prétextes similaires que ça. La réalité, c'est non. Le voleur, s'il y a de l'argent à voler, il va le voler. Fait que si vous avez rien à cacher, vous avez sûrement à cacher votre argent. C'est minimalement. Vos avoirs sont à protéger parce que s'ils s'enfuient avec ceci, vous êtes un petit peu dans le chemou. Puis pour avoir vécu des cas mineurs, de cas de vol, de carte de crédit, vol de certains de mes comptes de médias sociaux, c'est un aria de ramener, c'est pénalisant. C'est pas, ma vie n'est pas gâchée, c'est pas la fin de ma vie. Mais tu sais, le mois que j'ai perdu de travail à essayer de réparer tous les dommages qui ont été causés, c'est un mois qui dans ma vie n'est pas été très utile, très agréable. Donc, si on peut sauver ce genre de choses-là comme individu ou comme compagnie, puis là, en compagnie, on parle des fois de dizaines de millions de dollars qui sont investis à nettoyer des incidents. Hey, mais sais-tu, je sens le changement. Je vais reprendre exactement ce que tu as dit, là. Tu as dit que tu as réparé les affaires qui t'ont été volées. Moi, je vais ramener les gens sur Terre, hein. Ça a été volé. T'as beau avoir réparé, ça a été volé. C'est maintenu volé, là. Les compagnies qui se font voler des identifiants, qui se font voler des données, rançongicialiser des données. Vous avez beau vous dire, ouais, mais j'ai une assurance. L'assurance prévoit quoi? Faites attention, là. Il y a beaucoup de questions d'assurance cyber depuis 2-3 ans, là. Et depuis l'année passée, je sais très bien que ça commence à se raffiner auprès des compagnies d'assurance qui offrent ce type de produit-là. S'il y a des gens qui sont des chefs d'entreprise, qui nous écoutent, qui ont de la donnée à protéger, qui veulent souscrire à ce type de produit-là, et que vous êtes très intelligent, je sais que vous êtes très intelligent, prêchez par l'exemple dans ces dossiers-là. Offrez demandez des démonstrations de ces compagnies-là par des exemples. Je me fais rançongicialiser mon répertoire de brevets. Je suis une compagnie de brevets. Je fais du développement, je fais de la recherche, j'invente. Je vous invoque. J'ai besoin de vos services. Allez-y par l'exemple. Vous allez être en mesure de tester chacune des clauses qui sont prévues à vos contrats. Testez-les vos contrats. Je suis un auditeur de carrière. Moi, je suis Thomas. Rien ne m'est plus tangible que le vrai crise de test. Permettez-moi ce langage. Testez-les vos contrats. Des fois, vous allez avoir des mauvaises surprises. Je vous l'ai dit, hein? Les contrats et les clauses se raffinent en cyberassurance. Il y a, puis comme Nicolas l'a dit, il s'est fait voler des comptes. Il n'a pas réparé ses comptes, il n'a pas rétabli, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Il est revenu à une situation normale, mais il reste qu'il se les ait fait voler. Ils sont encore volés avec l'élément ponctuel où il se les est fait voler.
Ça va être la même chose pour vous autres. Quand vous allez vous faire voler, je vais appeler ça cyber-voler, je vais utiliser le pléonasme cyber-voler, vous avez beau revenir à la normale à un moment donné, accompagné de votre cyberassureur et de leurs experts, puis faites attention, ça se peut que ce soit eux autres qui décident de choisir les experts, puis c'est pas des experts que vous voulez avoir chez vous, mais peu importe. Testez vos clauses, testez. Mais sachez que vous avez été volé, vous demeurez volé. Arrêtez ça là. Pensez pas que j'ai récupéré mes données. Non, ils ont été volés. Ils sont demeurés volés, sont à quelque part. Elles vont être vendues. En fait, elles vont être très grandement fragmentées. Elles vont être diluées. Elles vont être, on parle de dos passoire, Monique. Elles vont être diluées, vos données, de façon à être revendues sur toutes sortes de formes plusieurs fois. Peut-être que certains de ces bandits-là vont avoir la rançon, vont vous dire on a supprimé les données, puis on vous donne la clé d'accès pour déchiffrer. Peut-être. Mais vous parlez à un bandit, là. Mais vos données ont été volées. Peu importe, lorsque vous êtes rétabli, les données sont encore volées. Ça s'arrête là. OK? Est-ce que c'est clair? Vous m'avez compris? Maintenant, vous avez de la cyberassurance. C'est pour vous accompagner dans le processus. Le processus de détection. Le processus de confinement. Le processus de qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à revenir à la normale. Et puis, toutes les solutions, toutes les décisions que vous devez prendre. Puis, à un moment donné, ça va être non, payez pas la rançon, on a une solution. Oui, vous allez devoir payer la rançon parce qu'on n'a pas de solution. 3, on n'a plus de données, vous ne voulez pas payer la rançon. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? C'est pas mal les 3 éléments. En fait, c'est pas mal les 3 décisions auxquelles vous allez faire face. Mais sachez ceci, vos données sont volées. Elles demeurent volées maintenant à tout jamais. Point barre. Première des choses. Alors, testez-les, vos assurances. Il y en a des très bons. Il y en a jusqu'à dernièrement pour avoir participé à quelques séminaires, étaient très, très peu coûteuses. C'était un nouveau monde. C'était une nouvelle assurance. Quand je dis qu'ils se raffinent, c'est qu'ils se rendent compte, les assureurs, ça coûte beaucoup de sous opérer l'activation de cette assurance-là auprès d'une entité parce qu'ils partent, ces compagnies-là, des fois ne vous connaissent pas, partent dans le néant, puis des fois, ça vous a coûté 20, 30, 50, 100 000 piastres sur 2, 3 ans. Ils débarquent chez vous, ils vous chargent 50 000, puis ils se rendent compte qu'au final, ça va coûter 700, 800 000 d'opérations. Ces compagnies-là sont en train de perdre, là, vous comprenez? Quand je dis qu'ils sont raffinés, c'est qu'ils connaissent maintenant le modèle, connaissent les risques, connaissent les opérations, sont très bons en passant. Ils sont bons. Faites-leur confiance, mais testez-les. Absolument. Puis ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de clauses ou d'obligations de conformité que les assureurs vont exiger pour les assurances, où ils vont changer les primes en conséquence. C'est un peu c'est le principe que ils regardent un profil de conducteur, vérifient est-ce que vous avez déjà eu beaucoup d'accidents? Oui, non. Si c'est marqué oui, les primes vont être nécessairement plus élevées. Donc en cyber, c'est la même chose. Ils vont regarder est-ce que vous avez eu beaucoup d'incidents les dernières années. Si vous dites non, ben là, ils vont probablement aller vous voir parce que les entités qui n'ont pas eu tant que ça sont probablement aveugles ou n'ont pas rien vu. Les gens sont partis avec leur stock puis n'ont rien vu de ce qu'ils sont fait voler parce que ce qui est l'information, puis tu le répètes ad nauseam, quand la donnée est volée, elle est volée. Là. Elle peut exister en plusieurs instances à travers le monde à tout moment. Ce qui est beau d'un côté pour la continuité des affaires, mais ce qui est dans les mains d'un voleur, ben là, c'est un autre problème parce que lui, il a sa copie, tu as la tienne. Les 2 copies sont valides. Puis tu peux pas détruire la copie dans les mains du voleur d'aucune façon, en tout cas simple, d'aucune façon. Là. Fait qu'il y a comme un élément très, t'en as un bon point, très cochon là-dedans. T'en as un bon point. Hein. Lisez-les vos contrats. Nicolas a amené le point de... Il y a des compagnies d'assurance qui vont vous dire prime A. Êtes-vous certain,
Subissez-vous un Audi SOC 1, SOC 2 annuellement? Oui, parfait, on baisse la prime. C'est tous des petits éléments qui vont venir regarder. C'est quoi le type d'information que vous avez? Vous avez de l'information médicale? Avez-vous... il y en a même certaines qui vont vous offrir de débarquer un spécialiste à leurs frais chez vous, qui va venir faire une revue de sécurité, une revue d'écart de sécurité selon les bonnes pratiques. Puis ils vont même vous assurer avec une très bonne prime si vous vous engagez à corriger ces écarts-là dans un délai X avec l'accompagnement du spécialiste qui est venu chez vous. Fait que, embauchez-les, prenez-en. Ils ont toutes sortes de méthodes pour vous accompagner, mais testez-les. Testez-les, moi, c'est ce que je dis. Il y a ça encore, puis je les ai pas vus encore des clauses, puis c'est vraiment pas mon domaine. Mais il y a sûrement des clauses qu'on finit par arriver, comme les clauses quand l'assurance de dommages, assurance quand on se fait voler à la maison, par exemple. Si nos portes sont pas verrouillées, l'assureur ne paiera probablement pas ou ne paiera littéralement pas. Parce que si on n'a pas mis les mesures minimales pour défendre notre propriété et on se fait voler, la responsabilité est la nôtre. Et de toute façon, là, la suite, il va être marqué dans notre dossier qu'on est un peu négligent. Donc, par la suite, ils vont augmenter les primes. Les compagnies d'assurance, ils ont des actuaires de la mort. Les actuaires ne font que ça. Eux autres, c'est leur vie d'évaluer le risque, justement pour charger la bonne prime pour que la compagnie d'assurance ne perde pas d'argent. Il faut se rappeler de ça. Fait que s'il y a un produit qui est perdant, inquiétez-vous pas. Ils vont changer vite. Ils vont changer pour un produit qui est plus performant pour eux autres. Donc, assurez-vous que vos assurances, oui, retournent ce que vous avez besoin. Que les petits caractères de « Ouais, t'as oublié de mettre ton firewall à jour, on t'assure pas, ou on te payera pas, ou on te dédommagera pas. » Assurez-vous que ces clauses-là sont bien maîtrisées par l'entreprise et justement que vous ne soyez pas négligent d'assurer que vous atteignez justement les clauses, le niveau minimal qui est déterminé. Je pense qu'il y avait j'ai déjà vu commencer à avoir des choses, des notions de clauses minimales dans ce genre de contrat-là qui viennent justement s'assurer, ils ont un niveau de correctif minimum, antivirus. C'est un peu comme PCI DSS, là, un peu ces barres, là. J'ai pas le fin détail de ça. T'as raison. T'as raison. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui vont offrir à leurs frais un service justement de gap analysis en termes de revue de sécurité pour évaluer certaines familles de contrôle. Puis ça vous donne un rapport. Puis pas avec une opinion, là. Ça vous donne un rapport où on vous donne vos faiblesses puis les recettes pour les corriger. Ces compagnies-là sont même prêtes là, à contribuer justement au rehaussement de ces contrôles-là pour pas nécessairement pour vous assurer. Pour moi, c'est une forme d'éducation aussi, là. C'est un éveil face à la sécurité en disant « Ah, OK, désuétude égale problème. » Ben oui, désuétude égale problème, on l'a décelé, puis c'est pas complexe à corriger. Ça coûte des sous. C'est pas complexe, mais ça coûte des sous. Ça coûte des sous, mais vous rehaussez justement votre cote de sécurité en faisant ça. Puis ces compagnies-là vont vous accompagner. L'autre élément, ces compagnies d'assurance-là, en fait, les assureurs qui offrent ce produit-là pourraient aussi vous exiger une revue périodique pour vous assurer que quand ils se sont présentés et qu'ils vous ont fait des propositions et qu'ils vous ont fait une prime et que vous aviez des correctifs à appliquer, c'est un engagement. Il faut que ça évolue dans le temps. C'est comme notre voiture. Il y en a qui sont excités, changer aux 2 ans. On change aux 2 ans, pourquoi? On n'aime pas la désuétude. C'est le même scénario. On veut le mieux, on veut le plus performant, on veut le plus sécuritaire, on veut le plus hot. Eux autres, c'est le même scénario. Ils veulent que votre environnement demeure sécuritaire, puis la sécurité évolue au fil des années. De cette façon-là, ils sont en mesure de maintenir la prime. Donc, ils ont un niveau de confiance en votre environnement. Si jamais ça arrive, puis si jamais le pire devait arriver,
ben vous aurez au moins appliqué les mesures dites minimum nécessaires pour répondre aux différentes exigences. Là. Nicolas parlait de barrer sa porte. C'est un requis minimum au niveau de nos responsabilités. Écoutez, faites-vous voler une voiture, les portes débarrées. C'est pas compliqué. Si c'est intégré dans un rapport de police que votre porte n'était pas barrée, oui, votre assureur va vous rembourser. Votre prochaine prime va être rock'n'roll, par exemple. Ça va être marqué à votre dossier, puis votre dossier est public auprès des autres assureurs. Ça va être rock'n'roll chez n'importe quel autre assureur. Ou tout simplement, votre assureur va vous dire de la merde, là. Tu t'organises. Puis vous n'êtes pas plus avancé, c'est marqué à votre dossier. Mais on a une responsabilité minimum en frais de sécurisation des données qu'on consomme, donc on saisit, qu'on se transforme et qu'on consomme au sein de notre entité. On a des obligations envers les propriétaires de ces données-là. Là, je parle pas de vous. Je parle de l'individu que ça concerne, d'une prestation X, Y, Z, d'une conformité, d'une réglementation. Votre assureur cyber va en tenir compte lui aussi, là, va vous assurer que vous vous acquittez de vos obligations minimales. Mais c'est tout le temps le fun, des fois, d'en faire plus. Ça peut aider à baisser la prime. Parce que ces assureurs-là aussi ont des actuaires de la mort qui évaluent ces risques-là. Et justement, la façon dont vous effectuez vos activités à réduire ça à un niveau jugé acceptable. Ouais. Là, on va faire un deuxième essai. Là, j'espère que je vais te nommer la nouvelle, mais avec les bons chiffres. 80 millions sur 4 ans sont dépensés en R&D. Ouais. C'est une petite nouvelle qui est passée au début du mois. C'est le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral qui veut justement injecter 80 millions au cours des 4 prochaines années pour soutenir la recherche, le développement et la commercialisation dans le domaine de la cybersécurité. Bon, je vous lirai pas l'article textuellement, là. C'est le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie qui a confirmé cet objectif-là. Là. C'est dans le développement notamment des compétences puis du talent afin de mettre sur pied un réseau d'innovation pour la cybersécurité puis faire du Canada un leader mondial. Bon, je veux pas bâcher personne ici. 80 millions, je trouve pas ça beaucoup. Mais c'est quand même pour de la recherche. On parle pas d'opérationnaliser quelque chose, on parle pas de commercialiser quelque chose. C'est dans le développement du talent. Mais je trouve ça le fun au moins que le gouvernement Trudeau veut se positionner et se déclarer en disant j'aimerais ça devenir un leader. L'intention est bonne. Je pense qu'on est dans un beau milieu canadien. C'est le fun de vivre ici. On a des belles libertés. On a accès à un bon réseau d'éducation. Bon, la cyber, je pense qu'il faudrait investir un petit peu plus que 80 millions, si vous voulez mon avis, mais je suis pas là pour juger au niveau des intentions, là, parce que l'intention est très bonne. Mais je pense que c'est sur 4 ans, je recommanderais de bonifier l'offre beaucoup plus que ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'instituts universitaires présentement qui commencent à vraiment se spécialiser. Au Canada, il y a divers instituts qui se spécialisent, qui ont beaucoup de très bonnes compétences. Pas juste des universités, il y a des collèges aussi où il y a des très belles compétences qui peuvent et qui sont en train de se développer. Il y a beaucoup de bons milieux. Faut pas oublier nos acteurs privés. Nos acteurs privés aussi qui investissent à ce niveau-là. C'est le fun de voir que le gouvernement Trudeau s'implique dans ce dossier-là. Mais j'injecterais peut-être un petit peu plus de dollars. Mais j'aimerais ça en apprendre un petit peu plus sur ce dossier-là. C'est quoi son plan? Pourquoi 4 ans? C'est quoi son objectif 4 ans? C'est 20 millions par année. Vous savez que c'est pas beaucoup, hein? Il y a des compagnies qui injectent beaucoup plus que ça en cyber au sein de leur entité annuellement. Ce 80 millions-là, je comprends que c'est du talent, rehaussement de compétences, rehaussement de commercialisation. Ça semble très niche, très ciblé, mais
je trouve pas ça beaucoup d'un point de vue pan-canadien. Mais bon. Oui, ben c'est sûr que le montant a l'air un peu anémique, disons, par rapport à ce qu'on pourrait mettre ailleurs. Jusqu'à qu'on sait que Microsoft met 1 milliard, plus qu'1 milliard par année en cybersécurité, puis Amazon et Google la même chose. On voit l'élément de différenciation là-dedans. J'ai aimé que tu as fait la distinction entre faire de la recherche et faire des opérations en sécurité. C'est important de le faire parce que la recherche, c'est pas exactement la même chose que faire des opérations. Autant Microsoft doit investir 1 milliard en opérations de sécurité annuellement, mais je suis pas sûr qu'ils investissent autant en R&D sécurité annuellement. Donc, c'est peut-être ces petites nuances à apporter. Puis, je sais qu'au niveau canadien, il y a Insecam, qui est une espèce de grappe industrielle qui, justement, ramasse un peu tous les acteurs en cybersécurité, ceux qui font du R&D des produits, des services qui innovent dans ce milieu-là, vont les rassembler et non les consultants qui font juste plugger les fils en cybersécurité ou qui administrent des firewalls. Fait que la différence est importante. Puis le 80 millions ne sert pas à aider les PME à mettre des firewalls à jour dans leurs entreprises, mais sert à une PME de développer le firewall de l'avenir qu'on va vendre partout à travers le monde. Mais il demeure le 80 millions. Au bout du compte, je le trouvais très anémique. Puis dans un contexte où le Canada, on commence à voir nos faiblesses en investissement R&D, on l'a vu avec les vaccins, entre autres, là, on a l'air un peu fou que juste 27% des vaccins consommés au Canada sont produits localement. Et dans le cas de l'approvisionnement des vaccins pour la COVID, a été un peu une ratée canadienne en termes d'indépendance et de capacité à s'autosuffire, en tout cas au moins suffire plus qu'à 50%, là, 27%, c'est un peu... ça aussi, c'est anémique. Là. Fait que je pense on manque cette culture d'innover ou d'investir dans l'innovation, je pense qu'il est un peu... il y aurait, je pense qu'on aurait boosté, là, avec les cas à booster un petit coup de booster ces investissements-là en cyber parce que c'est l'avenir, mais dans d'autres secteurs aussi, on a besoin de ça. Oh oui. Ces accélérateurs-là qui permettraient d'aller plus loin. Oui, ça, c'est prendre le gros Chevrolet Tahoe qui pèse à peu près 5000 livres là, pour booster la petite poney 87 du coin. Là. Tu sais? Mais non, tu as raison. Je pense que oui, c'est anémique. Je pense qu'on est je pense qu'on a les compétences au Canada pour là où je veux en venir. Pour moi, du R&D, c'est pour en venir à peut-être produire quelque chose. C'est quand on développe dans du R&D, c'est parce que il y a un petit objectif au bout où on voit la lumière au bout du tunnel. On voit un champion à quelque part en disant « Hey, ce champion-là va pouvoir profiter de ce R&D-là. » Peut-être que le champion existe déjà, là. Peut-être. Souvenez-vous de Nortel. Vous souvenez-vous de Nortel qui a été le champion mondial en termes de produits télécoms pendant des années et qui a abruptement chuté. On est en termes de télécom, je m'en souviens, c'était début des années 2000, 2001, 2002. Nortel, fleuron québécois, 2004-2005, vente en ligne de faillite, c'était épouvantable. Écoutez, on avait des produits de téléphonie, on avait des produits réseau qui existaient ailleurs dans le monde, oui, mais qui n'avaient pas cette qualité-là. Puis tout d'un coup, pow, ça a explosé. Puis ça s'est effondré. Mais bon, je pense que on demeure tout de même un endroit où les compétences, nos capacités à produire des produits révolutionnaires, mauvais marché. Quand je dis mauvais marché, c'est pas de la merde là. C'est des produits à prix exorbitant, mais qui sont ultra méga rock'n'roll là. Puis il y a des produits bon marché, donc monsieur, madame, tout le monde qui peuvent dont ils peuvent faire l'acquisition. Je pense qu'on a une belle terre fertile pour ça. 80 millions, c'est peu, mais c'est un bon début.
Il faut effectivement commencer quelque part. Là. Si on commence jamais, on n'ira jamais nulle part. Là. Puis effectivement, ça, Nord-Est, c'est une histoire qui, à mon sens, très triste parce qu'on avait une très belle compagnie à portée mondiale. Puis elle s'est faite pour plusieurs raisons. Puis là, les Chinois l'auraient probablement infiltré. Il y aurait peu une mauvaise gestion, puis un paquet de choses qui ont fait que ça s'est écroulé. C'est très triste comme compagnie canadienne qui a connu ce sort-là. Mais juste le fait que si on parle de l'infiltration chinoise, ça rappelle aussi que c'est important de protéger nos secrets parce que là, les Chinois sont pointés du doigt, mais ce ne sont pas les seuls qui font du vol, de l'espionnage industriel. Les Américains sont énormément reconnus aussi dans cet univers-là. Ils sont nos alliés, fait qu'on les pointe pas du doigt, mais sont à certains égards aussi pires qu'on pourrait qualifier que les Chinois, par exemple, ou les Russes, ou les pays européens. Fait tout ce monde-là, on est dans cet univers-là. Fait que c'est important d'avoir la sécurité. Et si on peut même mettre de l'argent à R&D en sécurité pour aider nos propres compagnies à avoir des produits à la fine pointe, c'est encore une situation qui est encore meilleure pour la prospérité du Canada et des Québécois. Ouais, souvenez-vous du premier moteur à réaction. Il y a un beau documentaire sous forme de film avec Dan Aykroyd où, étrangement, le premier moteur à réaction sur la planète a été inventé par les Canadiens, mais étrangement commercialisé par les États-Unis. Belle petite arnaque, mais bon. Oui, fait que, bref. Dernière nouvelle, le chef de la cybersécurité canadienne a fait un appel à protéger contre les rançons logiciels. On a effleuré ça à travers les différentes nouvelles, mais là, cette nouvelle-là vient regrouper un peu l'ensemble de celles-ci. Oui. On va revenir sur le pipeline, justement, le pipeline américain qui a été piraté. Qui a créé ça a été tout un raz-de-marée aux États-Unis, entre autres, mais qui a eu des répercussions un petit peu partout, qui a bien fait les manchettes, vous l'avez tous entendu parler. Et le chef le chef canadien de la cybersécurité martèle justement qu'il faut bien se protéger contre les rançongiciels. Je pense que c'est la manne présentement, le fameux rançongiciel. Soyez alerte. On a démarré une petite campagne là, au début du podcast ici sur la sensibilisation puis les différentes campagnes. Puis c'est des vagues, hein, les campagnes. Je parlais de Post Canada, là, je parlais de carte de crédit. Les fameux appels frauduleux pendant le temps de l'impôt. Il y a toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons de démarrer une campagne, mais ce qui était plaisant dans les dernières qui sont survenus, c'est qu'il y avait tous des thèmes, mais les thèmes nous donnaient la puce à l'oreille à ceux qui sont peut-être un peu plus alertes là et au fait de ce qui se passe. Alors entre autres, l'exploitant de l'oléoduc a décidé de verser une rançon. Puis qu'est-ce que j'ai dit tantôt? C'est un rançongiciel, probablement des données qui ont été volées. Ils ont beau avoir donné une rançon, il se passe quoi? Les bandits ont 4,4 millions US, donc à peu près 6,2 millions canadiens, mais ils ont les données. Peut-être que les données vont pouvoir les revendre 8, 10, 15, 20, 30 millions, dépendamment de la teneur en saveur, public, confidentiel, peu importe. Mais ils ont quand même volé les données, pris en otage des systèmes informatiques, etc. Ça s'est fait de la bonne vieille façon. C'est au lieu de prendre des gens en otage, ils prennent des données en otage. Ces données-là ont obfusqué les opérations. Puis, ça a causé des maux de tête, des arrêts d'opération. Et puis, 4,4 millions de dollars de rançon. Puis ça, je vous le dis, là, je ne sais pas qui a accompagné cette compagnie-là d'oléoduc. Peut-être que c'est sont peut-être encore sur place, sont peut-être rendus à 2, 3, 4, 5 millions d'honoraires. Puis, quand ils ont fait l'évaluation des pertes, des dégâts, des ci, des ça, plus les honoraires,
plus une proposition d'échéancier. C'est toute une gestion, c'est une planification, là. C'est pas du CAPEX, ça, c'est du OPEX. On dépense. Avez-vous l'argent? Oui, on dépense. Peut-être que 4,4 millions va leur sauver sur une mauvaise prestation, pas de livraison, etc. Peut-être qu'ils ont évalué des pertes à 35 millions, puis c'est en train de leur coûter 20 millions au total. Je dis des chiffres au hasard, là. Mais s'ils ont décidé de payer, parce qu'ils ont évalué que avec toutes les opérations qu'ils devaient faire, ça allait être terrible. Mais bon. Ouais, puis ça, c'est l'autre l'effet pervers des assurances, cyberassurances. On est vraiment, tous les sujets sont tous entrecroisés. L'effet, justement, les compagnies vont être plus promptes à payer les rançons quand ils ont des cyberassurances, justement, parce que c'est pas l'argent de leur poche qui sort quand ils font ça de façon directe, du moins. Là. Fait que d'un point de vue pur comptable, dans les chiffres, dans les choses financières, ça a moins d'effet. Par contre, là, ça, c'est un chiffre, mais ce qu'ils nous disent pas encore, c'est combien ça va coûter d'arrêt d'opération. La remise en service, tous ces éléments-là aussi sont importants à calculer dans ce qui s'est passé. Dans l'ensemble de la perte financière associée, moi, ça doit être une centaine de millions, c'est pas $1 milliard qui a dû être perdu dans l'ensemble de ce processus-là. Mais au-delà de la rançon, au-delà la perte opérationnelle du fuel qui n'a pas circulé pendant plusieurs jours, c'est des sommes d'argent là, extraordinaires là, qui ont été perdues dans ce processus-là, plus tout le processus de nettoyage. Moi, ce que je trouve un peu dommage, parce que quand même, Colonial Power Plant, c'est pas une compagnie, c'est pas, comme dirait mes chums, Joe Metal Scrap, c'est pas une compagnie du coin, c'est pas mon dépanneur du coin, là, ils ont quand même beaucoup d'argent, et donc beaucoup de moyens d'investir en TI, fait que ça, je trouve ça peut-être un peu décevant de voir qu'une compagnie avec autant de moyens que ça ne prenne pas les moyens, justement, pour se sécuriser adéquatement, puis que leur réseau de production, que leur source de revenus, les pipelines, soient pas plus isolés, pas plus protégés que ça que de l'ensemble. C'est très perplexant, pour utiliser un mot qui n'existe pas, que ce genre de choses-là, c'est comme si pour nous au Québec, Hydro-Québec du jour au lendemain n'était plus capable de distribuer l'électricité. Les effets sont quand même assez dramatiques et assez importants. J'ose espérer qu'Hydro-Québec n'est pas dans cet état-là. Mais c'est à peu près ce genre de choses-là que tout à coup, pouf, il y a quelqu'un qui, par malheur, ouvre un rançon-logiciel, puis pouf, on est plus capable de distribuer de l'électricité au Québec. La marge est grande. Tu sais, ça fait... c'est pas... c'est sérieux, là. C'est vraiment que tu dis ça. Les sites névralgiques d'Hydro-Québec sont gardés par des gens armés qui ont le droit de tirer en passant parce que c'est un pilier. C'est une des compagnies piliers, justement, canadiennes. C'est des gens armés, ils ont le droit de tirer. En passant, j'ai-tu dit qu'ils ont le droit de tirer? Ils ont le droit de tirer, ces gens-là. C'est épouvantable. Honnêtement, j'ai connu un gars, justement, qui est gardien de site et formateur d'agents. Et puis, c'est pas de négociation. Voyez-vous, ça, c'est l'aspect physique. L'aspect physique, c'est le fun. Ça marche. Puis, un 308 Winchester ou un SVD ou peu importe, c'est très, très dissuasif. Faut ramener cette dissuasion-là sur nos équipements. Autrement dit, le pirate, quand il va arriver, il va être vis-à-vis un canon de 6 pouces de gros pointé dans son face. Ça veut dire, si tu vas plus loin, ça se peut qu'un clown pèse sur le piton à l'autre bout, puis qu'un obus de 4 pieds et demi de long te fonce d'en face, mais avec un moteur à réaction dans le derrière. Tu sais, c'est un peu l'image qu'on veut donner. Mais faut répliquer dans l'exemple ici ce que nous avons comme mesure dissuasive physique sur nos infrastructures numériques. Faut arriver à ce même degré de dissuasion-là. Quasi menaçant. Oui, l'aspect dissuasif est très intéressant. Oui, l'aspect de surveillance aussi. Là, les sites sont surveillés de façon très complexe aussi. Puis là j'ai parlé d'Hydro-Québec.
Je pense qu'on n'a pas besoin de se préoccuper qu'un employé administratif dans la tour d'Hydro-Québec à Montréal clique sur un rançon logiciel puis fasse tomber l'électricité. Le SOC d'Hydro-Québec est dans un endroit non divulgué. Il est très bien protégé. Non, leur setup, ils ont un setup de la mort, là. Fait que, tu sais, ils sont pas, ils ont des guns coupés, mais virtuels, et ils ont des équipes très sérieuses en gestion de la sécurité chez Hydro-Québec, qui est probablement plus largement supérieure à ce que Colonial Pipeline a. Fait que, pour nous, Québécois, c'est une certaine forme de réassurance qu'on a quand même une compagnie qui prend ça au sérieux. Mais c'est dommage de voir une compagnie américaine qui dessert quand même un très grand bassin de population en fuel dans le nord-est des États-Unis. C'est assez dramatique comme situation, là. Il faudrait qu'ils arrêtent de prendre ça au sérieux. Puis, tant qu'à parler des États-Unis, c'est le deuxième avarie des compagnies énergétique aux États-Unis, quand au Texas, les lignes électriques ont explosé parce qu'il y avait un petit peu de verglas, là, il y a un petit peu de neige. Là. Fait que, tu sais, bon, pour nous, Québécois, c'est très drôle parce qu'on a vu pire, puis on a eu le vrai verglas qui a fait vraiment tomber des lignes avec des façons très dramatiques puis des façons plus importantes. Quand il y a juste un petit coup de froid au Texas, puis tout explose. Mettons que le milieu énergétique américain a des questions et je pense un examen de conscience à faire sur la protection de ces infrastructures, puis dans le fond, l'importance qu'ils ont dans la société dans laquelle on a. Là, on tolérerait pas d'affaires comme ça ici, mais pas du tout. Là. Est-ce que mec, tu parles de ça, là? J'ai comme eu une image là, en voulant dire, tu sais, le Québec pourrait quasiment devenir un consultant pour l'assurance énergie américaine quand, justement, un incident comme un petit verglas qui fait exploser les fils puis les tours débarque, justement, pour peut-être aller faire un gap analysis là-bas. Et tu viens de le mentionner, là, notre crise du verglas, ça a été terrible. Mais, vous savez, ça a duré quelques semaines. Les gens se sont relevé les manches, ils ont rabouté ça, ils ont raccordé, ils ont rétabli. Quelques semaines, oui, ça a été long pour certains, mais au Texas, wow, un petit, je sais pas moi, 3-4 degrés avec un petit vent du nord, pouf, ça gèle, paf, ça explose, paf, on est dans la merde. Ah, je sais pas, fallait y penser avant, là. Mais en tout cas, mais bon. Ouais, ben c'est ça, c'est un manque de préparation là, qui est là, mais tu sais, Colonial Pipeline au niveau cyber, c'est un manque de préparation qui les a amenés là. Fait qu'on est dans une situation qui est similaire dans un monde physique, que les équipements énergétiques du Texas n'étaient pas prêts à affronter des températures plus extrêmes qu'ils étaient censés. Finalement, de façon légale, à l'extérieur du Texas, sont obligés de se préparer à ce genre de situation-là. Le Texas est exempté parce qu'ils ont décidé de faire part de part. Fait que c'est un peu cette démonstration-là que sans réglementation, ces compagnies-là, du moins américaines, j'imagine que les Canadiennes aussi, vont avoir tendance à tourner les coins un petit peu ronds. Fait que il y a des avantages dans le système dans lequel on est, là, dans lequel ça. Mais oui, quelques semaines de verglas, mais c'est pas pour tout le monde. C'est les pires zones qui ont eu quelques semaines. Le fameux triangle des Bermudes québécois dans lequel il justement manquait d'électricité. Mais il faisait 3-4, puis 3-4 au Québec dans ces périodes-là. C'est une température même acceptable. On est quasiment en short dehors. Fait que, tu sais, c'est un peu moins épais. Puis on a des poids là-bas. On a quand même des capacités autres de passer à travers un événement de cette nature-là. L'armée est venue porter main forte pour justement assurer que les gens qui étaient dans détresse j'ai jamais vu de situation. En tout cas, j'ai pas perçu d'un élément aussi dramatique que ce que c'était au Texas, ou en tout cas toutes les conséquences que ce que le Colonial Pipeline va avoir. Protégez-vous contre les rançons logiciels. De toute façon, c'est ce que les malveillants affectionnent particulièrement actuellement. Ça va changer éventuellement. Ils vont trouver une autre stratégie quand celle-ci va être complètement épuisée. Mais pour le moment, il y a encore, je pense, quelques années de très bons de chou gras avec cette stratégie-là parce que c'est malheureusement tellement efficace, là. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Il en sort une par semaine. Il en sort une par semaine depuis plusieurs mois.
si c'est pas une par semaine, celle qui sort aux 2 semaines, elle vaut la semaine où l'autre n'a pas sorti. C'est incroyable. C'est probablement c'est le meilleur vecteur. C'est le meilleur vecteur présentement. Puis c'est la marge de manœuvre. C'est ça l'affaire. C'est pas, comment je dirais ça? Vous savez, quand vous passez en action en tactique, là, les décisions se prennent vite. Hein? Les décisions se prennent vite. Dans le cadre d'un rançon logiciel, c'est que du moment que ça rentre, ça donne un délai aux bandits pour se déboucher une bière, revoir ce qu'ils avaient planifié, une bière ou de la vodka, je ne veux pas mentionner le territoire, alcool de patate, prendre le temps peut-être de revoir leur stratégie, puis entre gauchos, peut-être qu'ils avaient prévu 700-800 piastres canadiens, peut-être qu'entre gauchos, avec du délai, on revoit ça à la hausse, à 700-800 000 US, ce qui n'est pas pareil. C'est que ça donne du délai du délai pour penser puis même replanifier à ces bandits-là leur stratégie. Le temps que vous réagissiez, ils vous attendent une réaction. C'est plate. Vous êtes en mode réactif. Oh oui, c'est plate. Vous avez envie de décrocher. Oui, on va vous les médias vous sensibilisent. Votre cyberassurance vous sensibilise. Notre podcast vous sensibilise. Peut-être que vous allez retarder l'appel au numéro là, que vous devez composer, mais vous n'avez pas le choix, vous allez devoir appeler. Mais peu importe, ce moment-là, c'est le moment où ils ont le temps de penser, puis ils ont le temps de repenser leur stratégie puis leurs objectifs. Il y a ça aussi qui est plate dans le scénario. Des fois, dans la notice, tout est déjà planifié. Le lien pour payer, le montant, les instructions, etc., etc., etc. Mais dans certains cas, c'est tout simplement, il n'y a rien, ils attendent votre appel. Ils ont le temps de penser. Puis là, le pire pourrait arriver à ce moment-là. Je suis surpris de voir 4,4 millions pour la compagnie pétrolière. Je me serais attendu à 50. 50. Pas en bas de ça. Je me serais attendu à 50. Ou ben donc, les données qu'ils avaient étaient importantes, mais pas assez pour justement demander plus. Mais je suis surpris. Par contre, les opérations, et ça a créé un mouvement de panique. C'est l'autre élément. C'est que probablement qu'ils avaient prévu déjà 4,4 millions. Mais avoir le mouvement de panique, c'est drôle, hein? Moi, je vois 50. Je vois 50 ici, là. Je vois 50. Mais, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont entre les mains. Mais en tout cas, c'est une opinion. Ouais, ben c'est ça, c'est l'autre volet, c'est que là, ils extraient de l'argent en faisant de l'extorsion. Mais ensuite, c'est comment ils vont revendre l'information qu'ils ont réussi à avoir. Mais là, il faut voir aussi toute l'étendue de l'opération policière qui a arrêté les infrastructures. Dans leur cas, là, il y a eu quand même un peu d'efforts policiers pour intervenir. Je rejoins certaines critiques de ce côté-là, parce que d'un côté, tu sais, les hôpitaux se font affecter, puis les forces de l'ordre n'interviennent pas. T'as coup, pouf, une compagnie pétrolière se fait toucher, puis là, il y a un énorme déploiement d'effectifs gouvernementaux pour le venir en aide. Je trouve ça un peu injuste, parce que les hôpitaux, c'est quand même des vies humaines, même si le pétrole est quand même une notion importante. Point de vue énergétique. C'est juste que là, c'est un drôle de message que ça l'envoie, parce que dans les deux cas, on pourrait, jusqu'à certains cas, là, puis sans égard à ce qui est fait vraiment, plaider que Colonial était négligente. Si c'est le cas, ben là, pourquoi on va mettre de l'argent des contribuables américains pour venir aider une compagnie qui a finalement été négligente. Là, dans le fond, c'est comme du... Je vais dire un gros mot, là, c'est du BS pour des compagnies. Oui. Là. Oh oui. Ah, écoute,
là-dessus, là, t'as amplement raison, là. En fait, c'est aberrant, c'est arrogant, c'est même pervers narcissique. C'est comme dire, hey, moi, le service que j'offre est essentiel. Oh oui, je me suis fait avoir. Wow. Le petit monsieur, madame, tout le monde va payer pour ça. Écoute, c'est narcissique puis égocentrique en maudit comme attitude. Hey, souviens-toi de BP. Tu te souviens de BP avec le trou qu'ils ont fait, qu'ils ont pas rebouché? Ça a pris des semaines. Puis là, tu as notre fantastique cinéaste canadien James Cameron qui a sa propre flotte de sous-marins ultra sophistiqués en Floride en disant « Hey, je l'ai ton bouchon, man. J'ai l'équipement, je vais y aller. » Non, on s'en occupe. 30 milliards d'amendes. Pow! On s'en fout du 30 milliards. C'est la cochonnerie qui s'est produite dans le fond. Tu sais, même si c'est pas la même cochonnerie, c'est comme de dire, c'est comme le je m'en foutisme. C'est ça qui m'agace dans ce dossier-là. Il y a un je m'en foutisme qui s'installe en voulant dire, vous n'avez besoin de notre pétrole, peu importe ce qu'on fait, vous allez payer pour. On a fait une erreur, vous allez payer pour. Puis en plus de payer pour, on va augmenter les prix pour les prochains mois aux pompes à essence, point barre. C'est de l'arnaque. Mais bon, c'est une autre forme de bandit. Effectivement, je rejoins beaucoup ce que tu dis. On va conclure là-dessus. Ça fait quand même déjà 1h15 qu'on jase. On avait vraiment pas beaucoup de sujets, mais beaucoup de jus à donner sur ces sujets-là. On les a encore complètement brassés, ce qui est encore très agréable. Moi, je vais souhaiter une bonne semaine, puis c'est cela. Ben, je vais vous souhaiter une bonne semaine, moi aussi. Le beau temps s'en vient. Préparez vos piscines, lavez vos mains, faites votre gazon, arrachez vos pissenlits, mettez vos pneus d'été, puis amusez-vous. Puis c'est pas parce que les terrasses rouvrent qu'il faut courir vers les terrasses. Arrêtez de baver. C'est pas une liberté, les terrasses. Le COVID est encore là. Protégez-vous. Vous avez pris des nouvelles habitudes. Elles sont bonnes, vos nouvelles habitudes. Salut! Ouais, c'est pas un prétexte pour vous lécher la face, là. Restez quand même un minimum de distanciation. Salut!